Ersatz. C'est une compagnie lorraine qui est transfrontalière, qui travaille aussi beaucoup en Belgique. C'est une compagnie dont le noyau est constitué de Léonard Cornevin, créateur lumière et acteur, Pierre Mercier, illustrateur, Noam Jevski, créateur sonore, et moi-même, metteuse en scène. On a initié cette compagnie dans un désir de travailler de manière pluridisciplinaire, dans un premier temps au plateau, avec une visée un peu rhizomatique, d'avoir toutes les disciplines du plateau qui travaillent en même temps, donc c'est-à-dire son, lumière, scénographie, corps de l'acteur et voix de l'acteur. Petit à petit, on s'est aussi orienté dans de l'installation immersive, sonore, visuelle, numérique, et dans l'édition illustrée. Voilà, à partir d'un projet, on développe un peu de manière tentaculaire différents médiums. Ça s'est fait de manière assez intuitive, et puis on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui nous apprenait beaucoup de nos projets, qui nous permettait de les développer différemment, de toucher aussi différents publics et différents réseaux. On a des collaborations avec une compagnie québécoise qui est en cours. On a eu une collaboration avec une compagnie de Hong Kong, des danseurs de Hong Kong, et également collaboré avec Orisa Hirata, un auteur japonais. Donc, en fait, on aime beaucoup agrandir la famille Ersatz en fonction des projets, puis avec aussi donc, des acteurs récurrents qu'on va retrouver aussi dans notre prochain projet, notamment Aurélien Dubreuil-Lachaud et Gwen Bérou, qui sont ceux qu'on a depuis le début, et puis plein d'autres. Là, actuellement, on développe un projet qui va être en création 22-23, mais qui existe depuis déjà un an. Enfin, on aime bien travailler sur le long terme et développer les projets avec un temps relativement long et avec des périodes de résidence, qu'elles soient techniques, qu'elles soient sur plateau, mais également d'immersion. Donc, ça a été le cas. C'est le cas, en tout cas, pour Tomber du Monde, qui a initié, en tout cas, sa première résidence en 2018 en Bretagne. Moi, j'ai fait un travail de recherche sur la matière. Puis après, nous sommes partis en septembre 2019 en Norvège pour une résidence de recherche et d'immersion. Et là, on devait être en résidence au Théâtre des Dons à Avignon et après à la Bellone, à la Maison du Spectacle à Bruxelles. Avec, dans un premier temps, une résidence technique, puis après, une résidence avec l'ensemble de l'équipe. Il y a toujours une envie d'immersion pour le public, de vraiment passer par les sensations plutôt que par des références ou l'intellect en tout cas. Et donc on a poussé, enfin on travaille et c'est ça qui nous intéresse et c'est pour ça aussi qu'on a fondé cette formation, c'est d'essayer de mélanger le son et la lumière pour créer des sensations que la lumière et le son puissent emmener en tout cas le spectateur ailleurs, ouvrir son imaginaire sur d'autres univers en tout cas, et puis faire du son et la lumière un mélange heureux en tout cas sur scène, quoi. Et après, avec l'acteur, on vient travailler aussi sur cette ambiance-là. Donc, on peut parler un peu de théâtre d'ambiance aussi. Après, ça dépend aussi des projets parce que nos formes varient et nos concepts varient selon le projet. Mais l'acteur va être aussi un vecteur d'ambiance, tout comme le son et la lumière. Donc, c'est lui qui va aussi instaurer l'atmosphère de par la délicatesse du jeu ou juste une attitude et c'est ça qu'on aime bien travailler et ces ambiances là après voilà on essaye de les porter vers le public un maximum pour l'englober aussi dans notre dispositif. Tomber du Monde, c'est en fait c'est Nabokov qui était un apatride, qui a eu le passeport d'apatride, qui a dit sur son cas et sur les apatrides que c'était comme si on était tombé du monde. Et je trouvais cette expression très intéressante, très poétique, mais en même temps assez concrète. Et comme
voilà, ce projet va être vraiment beaucoup dans l'équilibre, dans le fait de rester sur la banquise ou de tomber, sur la dérive, sur le mouvement. Je trouvais que le fait de chuter, de tomber du monde était quelque chose d'intéressant, voilà, en titre en tout cas de ce spectacle. Alors, Tomber du monde, c'est vraiment un projet autour de la personnalité, le parcours de vie de Fridtjof Nansen, qui est un explorateur polaire, un humanitaire et haut commissaire aux réfugiés norvégien de la fin du 19e, début 20e. Ce personnage nous a intéressés de par l'ensemble de sa vie, la richesse de sa vie et de son parcours, et notamment son rapport au mouvement, que ça soit de partir vers le pôle en dérive, que ça soit d'essayer de trouver une solution aux apatrides, de trouver en tout cas un passeport ou un outil juridique pour les apatrides, ou d'avancées scientifiques. Il y a toujours eu en tout cas une démarche, en tout cas de ce qu'on a ressenti, une démarche de réflexion autour de dépasser des frontières, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles. Et il est vrai, enfin, bon, on est tombé un peu par hasard et de manière assez anecdotique en tout cas sur cet homme. Et de fil en aiguille et en faisant une enquête un peu sur sa vie, nous a donné vraiment l'envie de développer un projet théâtral qui permettrait en tout cas d'être dans des thématiques telles que l'environnement, la géopolitique, les migrations, énorme, enfin, toutes ces grosses thématiques-là, mais par le biais toujours du flux, du mouvement, de la réflexion, toujours sur un fil, toujours l'équilibre. Enfin, c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à ce projet. Et notamment, en tout cas, bon, là où il est le plus connu, dans un premier temps, était l'exploration polaire. Et il a eu une idée, en tout cas, d'aller vers le pôle en se laissant prendre par les glaces et de chercher la dérive transpolaire, de justement chercher en fait de ne pas être un acteur qui essaie de transpercer la banquise pour aller sur un point, mais plutôt de se laisser prendre par la nature et de voir un petit peu où ça pourrait mener. Et c'est une réflexion qui nous intéresse beaucoup, même dans notre pratique à nous, Ersatz, dans quelque chose d'assez empirique finalement, dans un travail un peu sérendipitaire et assez pragmatique aussi. Voilà, c'est un petit peu quelque chose qui nous intéressait chez ce personnage et comment on travaille également. Ce qui nous a intéressé, c'est effectivement la portée aussi bien pragmatique que onirique. Et donc, bien sûr, voilà, c'est quand même une expédition de 3 ans, enfin, dont on ne sait pas vraiment si ça va durer 3 ans ou plus. L'idée de partir à l'aventure, d'engager une équipe, ils sont 13. Il y a aussi la dimension chorale qui nous intéresse énormément. C'est quelque chose qui est important pour nous, aussi bien dans notre travail, mais là, d'avoir cet équipage qui part, et puis au final, qui laisse un petit peu leur bateau faire le travail finalement. C'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Et puis la magie un peu boréale et les dangers aussi de cet univers, ce côté aussi d'être finalement un peu confiné dans ce bateau et d'être dans cette forme d'immobilité tout en étant mobile et tout en étant dans une surface où on ne sait plus où est l'horizon, où est le sol et où est le ciel. C'est aussi ça une inspiration scénographique, par exemple, pour nous, qui nous intéresse. Et donc, le texte, ce texte-ci, les différents carnets de bord de Nansen, ainsi que les discours et autres assemblées de la Société des Nations sont des matériaux, en tout cas, de textes qui vont servir sur le plateau. On va travailler avec les acteurs et actrices avec cette matière-ci, mais en improvisation. Et il y aura donc des allers-retours. Je vais très certainement travailler avec un auteur avec qui on n'a pas encore démarré, on va dire, le travail.
pour en fait faire des allers-retours entre le plateau et l'écriture, avec notamment donc voilà c'est ce matériau de base que sont les écrits de Nansen. Au début, il y a eu il y avait un peu le fait de refuser catégoriquement cet arrêt. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est bon, on va trouver une manière de se rejoindre, de travailler. Donc, soit on va trouver un théâtre qui veut bien nous ouvrir ses portes, mais on était au tout début et on ne savait pas du tout dans quoi on mettait les pieds, entre guillemets. Mais du coup, trouver une maison de campagne pour se rejoindre, pour continuer à travailler, parce qu'on avait tous très envie de travailler sur ce projet-là. C'était des dates qu'on attendait depuis un petit temps, parce que voilà, les résidences sont assez longues à mettre en place, à organiser. Donc là, tout était organisé. Donc il y a eu un peu ce refus direct de se dire, ben non, mais en fait, la semaine prochaine, on met en place cette résidence-là. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas possible et pas raisonnable du tout, parce que il y avait ce virus, qu'on savait pas qui avait ce virus. Donc il y avait tous ces débats-là, et ce qui a fait qu'on s'est dit, restons logiques et puis restons calmes. Et donc, on va se confiner chacun chez soi. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire là, chacun dans notre coin? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait chacun des micros, qu'on pouvait faire du son, qu'on pouvait lire, qu'on pouvait enregistrer. Et on s'est dit, faisons des capsules sonores, quoi. Je crois que c'est arrivé assez vite en disant, faisons comme un podcast, en tout cas, ou des choses qu'on a, des médiums dont on n'avait jamais travaillé dessus, mais qu'on connaît un petit peu, qu'on connaît de mieux en mieux d'ailleurs, parce que le podcast devient, je trouve, un médium qui est extrêmement riche et de plus en plus à la mode, et tant mieux, parce que c'est des très beaux univers. Là où les anciens explorateurs arctiques croyaient nécessaire à la sécurité de leur navire de prendre leur quartier d'hiver près de la côte, nous allons passer notre hivernage éloignés de toute terre. Pendant les 9 ans de préparation de notre expédition, Nansen établit son propre itinéraire. Contourner le pôle jusqu'à ce cap avancé en longeant les côtes sibériennes. Puis, juste avant l'hiver, s'en éloigner. Continuer vers l'est dans l'assiette polaire, jusqu'à ces îles. En définitive, rejoindre l'endroit même où la Jeannette fut emprisonnée par les glaces 15 ans auparavant. De là seulement, cheminer enfin vers le pôle. D'abord, avancer aussi loin que possible vers le nord en se frayant un chemin à travers les glaces. Puis, une fois pincés par la banquise, nous y amarrer et nous laisser entraîner vers le nord-ouest. Tout le désir de Nansen était celui-ci. La détention des glaces, la lente dérive qui porte les eaux glacées de l'océan de Sibérie et notre bateau, jusqu'à destination. Les contraintes étaient assez de suivre vraiment le livre. On était assez scolaire au début, mais c'était bon, voilà, chacun lit le chapitre 1, on en ressort ce qu'on a envie d'en ressortir, on se réunit, on voit. C'est vrai que ça a été très vite. Et puis Pierre qui, à chaque capsule, proposait. Alors au début, on pensait à un dessin fixe, et puis après, ça a été animé en GIF. Et là, il y a de plus en plus d'animation, ce qui nous donne vraiment envie de pousser le travail d'animation, enfin notamment Pierre qui a eu vraiment envie d'animer de plus en plus ses dessins. Voilà, là, on est la 13e capsule va sortir bientôt, qui va être la plus longue, qui va être la dernière, qui est le renoncement au pôle Nord, parce que voilà, on n'atteint pas le pôle magnétique, et où il y a toute l'équipe. Et donc là, ça va être quand même quelque chose pour Noam assez compliqué, parce que vraiment, on a les voix de tout le monde, on a des dialogues, mais ça va être l'apothéose de notre périple de 13 capsules. Et on envisage d'en faire une forme longue également, donc toujours avec ces 13 capsules, mais disons, voilà, on va retravailler ça pour en faire une forme longue, on aimerait beaucoup. Ça serait peut-être dans les radios. Et une installation qu'on va très certainement proposer la saison prochaine avec les éditions. En fait, Pierre va éditer tous ces panoramiques, ces grands panoramiques qu'il a fait avec une interface sonore qu'on pourrait écouter. Donc voilà, on travaille en tout cas à rendre ça
concret, que les gens puissent aussi rentrer dans notre univers polaire. Je pense que quand on a mis ça sur place assez vite, en fait, début mars, on était tous dans un état, comme tout le monde en fait, un peu de catastrophe. Donc je crois qu'il y a quand même, et puis enfin, la relation au confinement par rapport à cette expédition confinée historique qui s'est historiquement passée, elle était évidente pour tout le monde, et donc il y avait quand même une espèce de parallèle qui s'est mis dans l'espèce d'espace mental que ça a créé chez nous, je pense. Et en même temps, une urgence, comme Camille et Léonard l'ont mentionné avant, une extrême importance à absolument faire quelque chose. Je crois que je pense que ça a sauvé la santé mentale d'une dizaine de personnes, ce projet-là. Donc depuis, là, on est fin mai, donc ça fait quand même presque 3 mois, on a 6-7 semaines. Donc voilà, voilà, je dis tout ça parce que c'est sûr que ça a influencé comment la construction sonore s'est mise. Après, c'est resté un travail collectif à distance. Et je ne sais pas si Léonard en a parlé par rapport au. Il me semble que, en tout cas, quand ça a coupé chez moi, ça commençait à élaborer la relation entre comédiens. Moi, je reçois les enregistrements de tout le monde pour ce qui est des voix. Donc, c'est là qu'il a fallu mettre en place des trucs. On s'est dit comment on fait les discussions de groupe, par exemple, les dialogues. Est-ce que chacun enregistre tout seul, ou alors, ben non, en fait, du coup, le mieux, c'était de faire ce qu'on fait là maintenant et de jouer les scènes. Et chacun s'enregistre et puis envoie les fichiers. Donc voilà, il y avait tout un travail de. Enfin, c'est des choses. Il faut bricoler des trucs, il faut inventer des choses. Mais ce qui est drôle, c'est que je prends la peine de le mentionner parce que ça, à l'écoute, sachant que c'est avec une distance et donc forcément une latence du fait, technique. Dans les dialogues, ça donnait un rythme ça donne un rythme un peu étrange. Et je crois que dans les premières capsules, je crois qu'on a gardé ça. Et après, dans les capsules ultérieures, on retrouve quelque chose d'un peu plus réaliste comme ça. Mais je pense que dans les premières, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans les rythmes. Mais bon. Il y a aussi les premiers enregistrements que tu avais faits, c'était vraiment un glaçon dans un verre pris de très très près qu'on faisait tourner. Enfin voilà, il y avait aussi ces images et tout est lié au liquide, en tout cas au fluide, beaucoup dans les capsules. Et j'ai l'impression que ça c'est quelque chose que tu as travaillé en particulier, mais qui était dans notre gamme globale du projet, quoi. Oui. Bah. On avait plein de déclinaisons d'eau, pour ainsi dire, qui dataient de la Norvège. Et en fait, finalement, comment on travaille avec Ersatz, il y avait un peu cet héritage théâtral, si je puis dire, qui fait que ça a été comme plus ou moins une transposition à quelque chose dans un travail dont on est moins familier, avec lequel on est moins familier, qui est la création radiophonique. Mais il y a quand même le traitement du son, il y a plusieurs années de quelque chose qui commence à être un peu une identité esthétique de Ersatz qui forcément se retrouve dans notre approche des matières, qu'elles soient visuelles, sonores voilà. Je pense que ce qui est de la musique concrète et la multidiffusion et tout cet héritage-là, c'est vraiment par le théâtre que je suis tombé là-dedans. Parce qu'on a fait la même école, l'INSAS, Camille, Léonard et moi. On était tous des metteurs en scène apprentis. Mais bon.
donc c'est par le théâtre que je suis rentré dans cette approche de créa sonore. Et donc oui, le travail de musique concrète, il va quasiment de pair avec ce genre, avec cette forme-là, quoi, je trouve. Après, récemment, je me suis intéressé un peu plus à des choses musicales, enfin vraiment de la musique, et du son synthétique aussi, vraiment. Ce que j'avais jamais trop. Enfin voilà, donc on a l'occasion. En fait, c'est aussi vraiment super parce que ces capsules-là, non seulement en se donnant ces triggers de 2 par semaine, ça nous donne l'obligation de travailler vite et efficacement, et parfois d'être un peu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin, mais voilà. Mais quand même d'expérimenter un tas de choses. Donc, en tout cas, enfin, personnellement, pour ce qui est du son, je trouvais qu'il fallait vraiment qu'on fasse presque pas ou jamais 2 fois la même chose. Donc, ce qui fait qu'en tout cas, surtout les premières capsules, effectivement, ça va un peu dans plein de directions différentes comme ça. Et c'est petit à petit que collectivement, on a plus tard trouvé quelque chose enfin, une cohérence. En l'occurrence, ce cadre très strict dans la production, en tout cas, de travail, faisait que les expérimentations qu'on pouvait faire, effectivement, pouvaient être abouties qu'à un certain point, mais ce qui fait aussi qu'on peut brasser relativement large dans l'expérimentation. Et donc, comme Noam le disait au départ, on se donnait quand même une assez grande liberté du fait de ne pas avoir à la fin des capsules qui soient toujours les mêmes, on va dire, enfin en tout cas qui soient comment dire, oui, qui obéissent à une charte en quelque sorte, même si on avait le son et l'image qui étaient en fait la colonne vertébrale, on va dire, d'organisation. Après, là-dedans, on faisait un peu ce qu'on voulait. Donc c'était assez grisant de travailler aussi de cette façon. On était au départ sur quelque chose d'un petit peu précipité dans la manière de travailler. Donc c'était, on va mettre une image un petit peu d'illustration, mais aussi qui donne une sorte d'aperçu de ce qu'on montre, parce que finalement, ce qu'on met en place comme univers, c'est une sorte de désert, donc c'est quand même pas anodin comme environnement. Et un désert dans lequel on est enfermé, c'est quelque chose d'assez paradoxal, mais finalement, c'est quand même la réalité, quoi, de ces personnes. Et donc, c'est quand même assez intéressant de donner une petite perche au public pour qu'il puisse se le représenter aussi visuellement, c'est assez important. Et donc ensuite est venue l'idée de faire ces petites animations qui tournent en boucle, puisque c'est un petit peu plus sympa à regarder. En même temps, c'est quelque chose qui était intéressant à expérimenter et qui, sans être un réel film d'animation en termes de quantité de travail, est faisable dans le temps imparti qu'on avait. La documentation là-dedans, elle est assez importante, mais finalement, il y a pas tant d'images du pôle Nord que ça qui existent. C'est quand même assez, enfin en tout cas, c'est pas si facile à retrouver comme image. On arrive plus sur des images de l'Antarctique et qui sont quand même finalement 2 zones assez distinctes. Il y a quand même il y en a une où il y a une terre et des montagnes et l'autre où c'est uniquement une banquise, donc c'est quand même pas tout à fait le même environnement. Mais donc ça fait qu'on est aussi beaucoup dans l'imagination de ce à quoi ça peut ressembler à partir des quelques images. Et pour le coup, Nansen a, à son échelle, en tout cas, relativement bien documenté son trajet avec une grosse série de photos, mais aussi de dessins à l'aquarelle ou au pastel ou au crayon. Ce qui était aussi pas mal d'avoir comme base. Avec les feutres, c'est quelque chose qui est un petit peu flou comme ça, donc ça donne une image sur laquelle on peut se projeter sans que ce soit, on va dire, limitant. On n'est pas sur une image de c'est comme ça et en fait c'est ça que tu dois imaginer. Donc c'est là où ça permet un peu de liberté dans la création de ce genre d'environnement.
ce qui est un peu fascinant comme ça dans le fait de pouvoir créer des sortes de petits environnements en miniature. Je pense que c'est de cet ordre-là. Après, il y avait aussi effectivement le besoin de représenter visuellement une très 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 grande étendue qui n'en finit pas en fait. À mesure qu'on se retourne sur soi-même, il n'y a pas vraiment d'horizon, ou alors c'est exceptionnel, mais ça donne un environnement à représenter qui est assez spécial et qui doit être assez étonnant à vivre d'ailleurs. Donc c'était un peu l'objectif aussi pour moi par ces images, c'était non pas forcément de montrer ce que les personnages vivaient, puisque ça finalement en fait c'est ce que raconte Nansen dans son livre d'expédition et qui nous servait de base de travail, et qui est donc ce qui est aussi raconté, on va dire, d'une certaine manière dans les capsules sonores. Et c'était de aussi en fait prendre certaines parties de capsules sonores qui faisaient plutôt référence à l'environnement dans lequel ces personnages se situent en fait. Où d'un coup l'image prend le relais du son à certains moments et permettent de se représenter l'environnement dans lequel les personnages sont. Mais après, ça, c'est aussi quelque chose qu'on expérimente beaucoup avec Ersatz, d'immerger le spectateur dans l'environnement du récit, on va dire, de ce que nous on raconte et de ce qu'on montre. Et à travers l'espace et le son et le temps, et pas uniquement à travers la dramaturgie et l'histoire en fait. Au fur et à mesure, avec nos créations où on est plutôt dans une forme immersive pour le spectateur, c'est qu'au final, quand on nous montre trop ce qu'on est censé voir et regarder, on se prend beaucoup moins au jeu, et qu'au final, le moment où on perd un peu pied et pour se laisser plonger dans l'environnement, c'est quand notre cerveau il doit travailler lui-même à partir de petites bribes d'informations, que ce soit le son, l'image, et que ce soit online ou comme ce qu'on a fait avec ces capsules, ou sur un plateau ou sur une install, etc. Où finalement, quand on donne une page blanche au spectateur, il a trop peur de faire quelque chose, mais qu'en même temps, si on montre quelque chose de totalement verrouillé, il va pouvoir que contempler ce qu'on lui montre, mais il va jamais se projeter réellement dedans. Lâcher prise sur les 1000 considérations qu'il y a quand on fait un spectacle, qu'elles soient aussi de l'ordre de la production, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a fait sans être produit. On l'a fait, l'équipe était d'accord de faire ça et de travailler ensemble sans avoir une production derrière, sans des dates. Voilà, là, on avait une certaine liberté d'action qu'on a mis en place pour aussi sortir ce qu'on avait à sortir, pas être dans les dossiers super bien écrits, mais d'être vraiment dans on lit chacun le chapitre, on est d'accord sur ce qu'on veut faire, allez hop, et puis et il y avait cette émulation-là, en tout cas, qui nous a sauvés de ces 2 mois et demi, et qui a permis aussi d'ouvrir d'autres aspects de la création qu'on va développer plus tard. Mais il est vrai que nous donner cette rythmique-là de production nous a permis de débloquer des choses aussi, en même temps dans notre travail respectif. Et puis dans l'approche de Nansen, effectivement, dans le fait de se laisser dériver, de se dire ok, on va se mettre à ce point-là et on verra bien où on arrive, et peut-être qu'on va passer par le pôle, et ça, ce serait super. Et en même temps, il met en avant aussi le fait que le but n'est pas d'atteindre le pôle, mais bien d'explorer cet océan de glace pour en faire des relevés scientifiques, qui a vraiment fait en plus avancer les choses. Nous, on est un peu dans cette chose-là, c'est-à-dire on n'a pas de projection sur le résultat final, ça c'est sûr, et on va, en travaillant, orienter découvrir des choses, et effectivement de faire confiance aux autres, mais je pense que c'est effectivement l'important, c'est l'espèce de cadre dans lequel on est, qui fait que les choses deviennent créatives.
C'est-à-dire d'instaurer un cadre qui permette d'explorer des choses, qui permettent de réfléchir et de créer et d'avancer comme ça. Et c'est plus là-dessus, c'est ce soin du cadre qui va faire la qualité du projet, en tout cas de notre côté. Donc, c'est vrai que c'est vraiment dans notre démarche un peu de sérendipité, de trouver des choses en se mettant dans les bonnes conditions. Souvent. Que cette forme-là, qui est aussi légère, notamment si on veut la développer en installation notamment, permet d'aller à la rencontre des publics différemment, finalement, parce que c'est ce qui manque un peu aussi en ce moment, de pouvoir diffuser notre travail, mais avoir un échange, en fait. C'est ce qui manque le plus en ce moment. Et il est vrai que ça nous a donné envie de le développer. Et finalement, on porte bien notre nom parce qu'on travaille souvent comme ça, en ersatz de choses, mais qui en devient des projets et qui nourrit aussi, qui nourrit une équipe qui a vraiment nourri le projet de spectacle parce que, en termes d'envie, de technique, de scénario, ça nous a vraiment… et d'écriture, finalement, parce que chacun aussi, on a fait des impros, on a pu démarrer un petit peu, en tout cas, le travail de plateau sans plateau. Et bon, voilà. Maintenant, après, j'ai très hâte d'être sur un plateau, mais mine de rien, c'est quand même une superbe expérience. Et puis, un chouette projet. En dehors des histoires individuelles, évidemment, ça a été un moment un peu particulier. Déjà, le fait de travailler uniquement à distance, c'est quelque chose qui a été complètement à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, puisque ça, c'est une manière de travailler qui est très, très ponctuelle pour des raisons précises, mais pour le coup, c'est vrai qu'en résidence, on est tous plus enfermés dans la même pièce pour travailler que éclatés comme ça. Mais le fait d'être éclatés aussi, chacun de notre côté, a eu une grande importance dans la manière de travailler, parce qu'on on se jetait dans l'inconnu. Et au final, on s'est retrouvé à découper vraiment le travail de manière assez précise et où chacun pouvait évoluer un peu dans sa partie et n'avait qu'à la délivrer aux autres, en fait, qui ensuite allaient soit la retravailler, soit l'assembler avec les autres parties pour que ce soit mis en ligne. Et je trouve que ça a plutôt bien marché, en tout cas. Mais après, par rapport au mode de travail, en tant que dessinateur, je pense que, en tout cas, de beaucoup de dessinateurs professionnels que ce soit de bande dessinée ou autre, je pense qu'il y en a beaucoup qui diront que ça n'a pas changé grand-chose chez eux. Après, c'est pas n'importe qui auquel je pense, mais un dessinateur américain qui disait dans une interview que il travaillait dans son bureau et puis en fait il s'est rendu compte un jour que 10 ans s'étaient écoulés et que ses amis avaient des enfants, donc certaines personnes en sont à ce stade-là d'isolation du monde dans ce métier. C'est clair. C'est tellement associé à cette situation particulière que c'est super difficile Ça, c'est trop tôt, en fait, pour savoir exactement. Je disais que ça nous a évité de devenir fous, mais je crois qu'il y a des moments où… Il y a quand même des moments où j'avais l'impression d'être un peu cinglé, mais après, je dis ça, mais je pense qu'on a tous eu quand même le privilège on est dans des situations privilégiées pour le faire aussi, et donc ça n'a pas été… je pense qu'il y a un tas de gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué à vivre cette situation-là. Et en fait, nous, on a retiré, je pense vraiment que du bénéfice. J'aime pas trop ce mot, mais ça a clarifié énormément de choses pour la suite du travail. On a découvert une facette de comment on peut travailler aussi, dont on n'aurait même peut-être pas eu idée s'il n'y avait pas eu ça. En fait, c'est ce qu'on disait. On parlait de ça avec Camille il y a quelques jours, mais c'est le déconfinement qui est hyper angoissant parce que ça nous sort de
Enfin, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui pensent ça, que cette période-là, c'était juste la durée de temps qu'il fallait pour qu'on soit adapté à quelque chose qui soit une nouvelle quotidienneté. Donc, donc là, on est pile dans la phase où c'est de nouveau angoissant, stressant, mais en même temps très excitant parce que tout le monde recommence à un peu se bouger. Et puis, il y a aussi quand même peut-être plein de nouvelles façons de travailler et de vivre ensemble et tout qui vont se construire. Mais bon, ça, on ne peut vraiment pas trop savoir. Donc, ouais, voilà, c'est tout ce que je voulais. En fait, il y avait aussi cet objectif des capsules de se dire qu'on les fait, c'est aussi pour être ailleurs que là, de ce qu'on était en train de vivre aussi. Donc je crois que dans un premier temps, pour nous, pour travailler sur la banquise, d'un coup, on se projetait là-bas, on jouait des scènes où on était là-bas, et finalement, ça nous sortait vraiment de notre petit appartement. Donc ça, c'était quand même assez agréable. Et puis après, on se disait qu'on le livrait aux gens pour prendre le large aussi. Donc ça a été un peu, on a traversé cette période en travaillant sur le pôle Nord, en étant dans la vie de cet homme et dans la vie de cet équipage, surtout sur ce bateau, confiné. Et en même temps, nous, on était aussi dans cet esprit-là. Et après, voilà, quand on sortait, on se rendait compte de la réalité petit à petit qui était en train de se mettre en place avec des drones qui nous donnaient l'ordre de rentrer chez nous. Et donc là, d'un coup, on était dans un univers complètement science-fiction qui nous parle beaucoup parce qu'on est des grands fans de la SF, mais qu'on n'aurait jamais voulu vivre. Ça, c'est sûr. Mais il y avait ça, donc... en fait, le fait de se mettre au travail, c'est vrai que ça nous enlève des angoisses du jour le jour, les dates qui sont en train de s'annuler, le calendrier qui est en train de complètement changer et déjà qui est très compliqué à mettre en place avec ces saisons théâtrales qui sont relativement courtes. Et donc là, tout ça, il y avait des matins où on était extrêmement angoissés. Et en fait, le fait de se plonger dans la création, c'est quand même une niche qui est superbe, quoi. Parce que d'un coup, on fait abstraction de plein de choses et quand on est au travail et ce qu'on a réussi à faire, se mettre dans un état de création, et d'un coup, ça nous soulage sur plein de points. Et puis, il y a cette sensation d'avancer tous ensemble et en même temps, on s'est quand même bien marré aussi à faire tout ça. Donc ça, c'est l'essentiel parce que si c'était compliqué à faire et qu'on se prenait la tête, nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. On passe par le plaisir beaucoup. Et du coup, de prendre ce plaisir à créer tous ensemble avec les comédiens, à s'entendre, à rigoler, à parler, à travailler ensemble. Du coup, c'est vrai que ça nous a vraiment mis dans un quotidien qui était beaucoup plus agréable que de réfléchir aux annulations, au calendrier, à l'épidémie qui est en train de vraiment se propager dans le monde. Donc, de couper un peu les infos du jour le jour pour essayer de trouver une liberté de penser. Il y avait Bully Lanners qui parlait d'une chose qui était très belle, qui disait pour être créatif, il faut réussir à avoir l'esprit libéré. Et c'est vrai que ce cadre-là nous a demandé beaucoup d'efforts pour se libérer l'esprit. Et en fait, ces capsules-là ont été aussi une manière de se libérer, entre guillemets, l'esprit de cette situation, quoi. Oui, oui, effectivement, un peu comme... on dit ça un peu de la littérature surnaturelle et de fantastique, c'est comme, notamment de Lovecraft par exemple, de dire que c'est comme des grottes pour penser nos blessures et pour affronter la réalité et le réel. Il y avait de cet ordre-là finalement, et effectivement, et avec le déconfinement vient les nouveaux calendriers et la réflexion sur la projection 20, 21, 22, 23. Moi, je veux bien retourner dans mes capsules un peu là, finalement, même si il faut que les choses se remettent
en place. Malgré tout, le déconfinement maintenant, on a le droit de sortir et d'acheter des choses, mais il n'y a aucun lieu culturel pour l'instant. Donc, c'est un petit peu un déconfinement que je trouve très horrible, finalement, de travailler et acheter et rentrer chez soi. Bon. C'est pour ça que là, avec aussi les lieux qui nous soutiennent, les lieux avec qui on travaille, c'est d'imaginer aussi maintenant la suite de tout ça, et on est très content que ces capsules puissent devenir des installations, puissent faire parler du projet qui va être après sur le plateau, voilà, pour continuer de faire notre métier. Il y a notamment le Théâtre Nouvelle Génération de Lyon qui nous accompagne depuis l'année dernière dans leur dispositif de recherche scénique et qui continue à nous soutenir. Il y a le Carreau de Forbach, c'est relativement récent, mais ça a été assez fulgurant et c'était très agréable d'avoir des retours, des échanges et d'imaginer la suite aussi. Il y a aussi le Centre Wallonie-Bruxelles de Paris qui nous soutient dans nos projets et qui souhaite continuer à développer aussi nos spectacles. Ça, c'est les principaux. Je réfléchis à d'autres gens pour pas oublier. Le Théâtre de Liège, avec qui on continue d'échanger, et la Bellone, la maison du spectacle aussi. Ce sont des gens qu'on a eu pendant ces 2 mois, qui ont envie de continuer de prendre soin. C'est ça qui est important aussi, de prendre soin de ce qu'on fait et dans quel état on est. Et ça, c'est très important. Et ce sont notamment ces lieux-là qui ont été vigilants aussi là-dessus et qui nous incluent dans la discussion pour développer la suite. Voilà. Aussi dans les lieux. Je ne sais pas, Noam, Pierre, j'ai oublié des lieux au cas où. Je mentionnerais le 140, même si c'est quelque chose de. 140, oui, ça c'est notre. En récent, mais. Bruxelles, oui, effectivement. Ouais. Le 140 de Bruxelles aussi. Et ouais. Qui nous suit aussi. Donc voilà, on a un petit peu comme ça des parrains, des marraines. Heureusement.